Les rencontres en ligne, via des applications mobiles principalement, sont devenues l'un des moyens les plus populaires de trouver l'amour. Après tout, se cacher derrière un écran dans la sécurité et le confort de chez soi est bien plus pratique que se traîner dans un bar ou autre pour essayer de faire des rencontres. Pas étonnant que les applis aient autant de succès. Sur le papier, ça paraît idéal, mais dans la réalité, ce n'est pas aussi simple. Les rencontres en ligne peuvent parfois faire ressortir le pire chez les gens. Certains mentent sur qui ils sont, ce qu'ils font ou à quoi ils ressemblent, et certains sont carrément mal intentionnés, voire criminels. Dans ce nouvel épisode de Creepy Files, je vais vous faire découvrir des témoignages de personnes s'étant retrouvées dans des situations désastreuses en allant à des rendez-vous, de quoi vous faire passer à jamais l'envie d'utiliser ce genre d'application. Mais avant de passer à ces témoignages, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, qui vous sera justement utile pour préserver vos données et votre vie privée quand vous utilisez ces applications, et même quand vous naviguez tout court. Je vous présente Surfshark, un VPN incroyablement efficace et très facile à utiliser. J'imagine que vous connaissez déjà le principe d'un VPN, mais un rappel ne fait pas de mal. Un VPN, Surfshark en l'occurrence, vous permet de préserver votre anonymat sur le net. Il crypte et dissimule les données que vous transmettez quand vous êtes en ligne, et dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Les sites que vous consultez, votre localisation, tout ce que vous tapez au clavier, etc. Vous pourrez donc vous connecter sur n'importe quel réseau, même partager au public, sans craindre que ces infos fuitent. En plus de l'aspect sécurité évident, le fait de pouvoir changer sa localisation donne aussi des avantages très sympathiques dans la vie de tous les jours. Pour les utilisateurs de sites de VOD, comme Netflix, Amazon Prime et autres, ils contournent la restriction géographique appliquée au catalogue, ce qui vous donne accès à des séries et des films du monde entier. Idem pour YouTube. Si vous tombez sur une vidéo bloquée dans votre pays, vous pouvez facilement contourner ce blocage grâce à Surfshark. Et ça vaut aussi pour tous les sites et toutes les applications qui se basent sur la géolocalisation. Pratique pour naviguer librement sans frontières. Le gros avantage de Surfshark, en plus d'être ultra rapide et très intuitif à utiliser, c'est que vous pouvez l'installer sur tous les appareils que vous voulez, avec un seul et unique abonnement. Il n'y a pas de limite d'appareil, et ça, c'est génial. De plus, avec l'abonnement Surfshark One, vous pourrez profiter d'une panoplie de fonctionnalités qui poussent encore plus loin la sécurité, comme leur antivirus qui protégera vos appareils des malwares qui se cachent partout, un moteur de recherche qui garantit un anonymat total sans pub, leur outil alerte qui vous avertit s'il y a une fuite de données sensibles, et d'autres que vous pourrez découvrir sur leur site. J'utilise Surfshark depuis un moment, et il me convient parfaitement. Si vous voulez l'adopter à votre tour, sachez qu'il n'y a pas besoin de se ruiner pour se protéger. Avec mon code DAINY sur le lien que je vous mettrai en description, vous aurez un super deal avec 3 mois offerts sur l'abonnement. Et si jamais vous changez d'avis, vous pouvez vous faire intégralement rembourser pendant 30 jours. Vous pouvez donc l'essayer gratuitement pour vous faire une idée de son efficacité. Donc foncez le découvrir. Revenons à notre vidéo. Prêt à plonger dans ces témoignages glaçants? C'est parti. Cette histoire est arrivée à Amanda il y a quelques années. Elle avait 25 ans à l'époque et avait envie de trouver un partenaire, donc elle s'est inscrite sur une application de rencontre. Elle est tombée sur un homme qui lui plaisait physiquement, et sur son profil, il avait plusieurs photos de lui en train de faire des activités variées. Elle s'est dit qu'il devait être très intéressant et a liké son profil. L'homme, que nous allons appeler Dave, lui a envoyé le premier message. Ils ont discuté pendant un moment et se sont même échangé leur numéro, bien que Dave habite un peu loin d'elle. Il lui a d'ailleurs directement dit qu'il n'était jamais venu dans sa ville et n'en avait pas l'intention, donc ils ne se rencontreraient probablement jamais. Amanda a apprécié son honnêteté et n'aimait pas perdre son temps. Mais à sa grande surprise, peu de temps après l'avoir rencontré, Dave lui a écrit pour lui dire qu'il s'était retrouvé par hasard dans sa ville pour le travail et l'a invité à le rejoindre dans le bar où il était. Amanda a accepté, puisqu'elle n'était pas loin. Elle a même accepté qu'il vienne la chercher chez elle en voiture, ce qui, en y repensant plus tard, était quand même très stupide. Il a mis beaucoup plus de temps que prévu à arriver, et Amanda a commencé à se demander s'il était réellement dans ce bar. Une fois dans la voiture, elle a remarqué que c'était une voiture de location, et qu'il était très inexpérimenté au volant. Les signaux d'alerte s'accumulaient. Il lui a finalement demandé de choisir un autre endroit, parce que se garer était impossible près du premier bar. Soit. Amanda a choisi un autre endroit à 15 minutes, mais bien fréquenté pour se protéger si besoin. Une fois sur place, Dave lui a mis la pression pour qu'elle boive. Il a vraiment insisté. Amanda n'était pas une grande consommatrice d'alcool, mais elle a quand même cédé et pris un verre. Et évidemment,
Il a insisté pour qu'elle prenne un autre, s'agaçant quand elle a refusé. En général, elle aurait mis fin au date de suite, mais il s'est excusé et est redevenu charmant, suffisamment pour qu'elle accepte de rester un peu plus longtemps. Après 1 heure à discuter, elle lui a dit qu'elle était prête à rentrer. Dave lui a demandé d'aller prendre un café avec lui, ce qu'elle a trouvé étrange, mais étant fatiguée de lutter, elle a accepté, se disant qu'elle resterait 10 minutes de plus, puis rentrerait chez elle. En sirotant leur café, il lui a dit qu'il avait loué un grand appart pas loin, et qu'il l'avait pour lui tout seul. Il n'a pas arrêté de l'inviter, en lui décrivant à quel point il était stylé. Amanda continuait de refuser, avec des excuses qu'il compterait à chaque fois. N'osant pas franchement lui dire non, elle a accepté sans la moindre intention d'y aller. Elle lui a dit de la ramener chez elle pour prendre ses affaires, et son plan était de le bloquer au moment où elle rentrerait, sans ressortir. En conduisant vers chez elle, Dave lui a soudainement dit qu'il allait s'arrêter à une supérette plus tôt, et qu'il lui achèterait des affaires de toilette pour qu'elle n'ait pas besoin de passer chez elle. Amanda a commencé à paniquer en voyant son plan tomber à l'eau. Dave devenait de plus en plus agité, et elle s'est maudite d'être montée avec lui. Sans lui demander son avis, il a fait demi-tour et s'est dirigé vers l'extérieur de la ville. Il n'y avait littéralement aucune supérette dans le coin. Ils étaient au milieu de nulle part. Amanda a rassemblé son courage et lui a dit que finalement, elle préférerait rentrer chez elle, et lui a demandé de la ramener. Dave lui a alors dit quelque chose qui l'a encore plus paniqué. Il lui a dit qu'il partageait l'appartement avec les propriétaires, qu'ils étaient très gentils, qu'ils buvaient et jouaient ensemble tous les soirs, et qu'ils avaient hâte de la rencontrer, alors qu'il lui avait dit au départ qu'il était seul. Amanda ne voulait pas lui montrer à quel point elle avait peur. Elle a donc joué le jeu, faisant semblant d'être enthousiaste et lui posant des questions intéressées. À un moment, elle lui a dit qu'elle aimerait beaucoup prendre un pyjama chez elle, pour être confortable pour la soirée, et qu'elle avait aussi des médicaments à prendre qu'elle ne pouvait vraiment pas louper. Étonnamment, il a accepté de faire demi-tour et est revenu en ville. Amanda était un peu plus rassurée, mais toujours pas en sécurité. Finalement, ils sont arrivés dans son quartier. Elle ne voulait pas qu'il sache exactement où elle habitait, surtout qu'il n'arrêtait pas de lui dire qu'il allait monter avec elle, et c'était hors de question. Amanda cherchait frénétiquement un moyen de s'enfuir, et par miracle, il s'est arrêté devant un passage piéton bondé. Elle est rapidement sortie de la voiture et lui a dit, avec un calme qu'elle était loin de ressentir, qu'elle avait une migraine et qu'elle allait rentrer seule. Elle a aussitôt fermé la portière et s'est dirigée très vite vers un parc non loin de là, pour qu'il ne puisse pas la suivre avec sa voiture. Elle a regardé derrière elle pour s'assurer qu'il ne la poursuivait pas, et elle l'a vue dans sa voiture, la regardant avec une colère qui lui a glacé le sang. Et s'est dépêchée de le bloquer, en repensant à tous les signaux d'alarme. Le fait qu'il lui dise sur l'application qu'ils n'allaient jamais se rencontrer pour couvrir ses traces, son insistance à la faire boire, les propriétaires qui voulaient la rencontrer, qui sait ce qui lui serait arrivé si elle n'avait pas trouvé un moyen de fuir. Julia a vécu une expérience qui l'a traumatisée des applications de rencontres. Elle s'était inscrite quand elle avait 31 ans et a rencontré un homme qui en avait 28, appelons-le Mike. Mike et elle ont parlé pendant plusieurs semaines sur l'application, puis se sont échangés leurs numéros. 2 mois après leur rencontre initiale, Mike lui a dit qu'il était dans un bar de son quartier et lui a proposé de le rejoindre. Julia était fatiguée par sa longue journée de travail. Elle n'était pas vraiment d'humeur à sortir, mais elle voulait quand même le rencontrer. Elle lui a proposé de venir chez elle. Après 2 mois à se parler, elle se disait qu'elle le connaissait suffisamment, et que pire du pire, elle avait un pistolet pour se défendre et des caméras de sécurité. Mike n'a pas tardé à arriver, et lui a écrit pour la prévenir qu'il était juste devant chez elle. Julia a lancé l'enregistrement de ses caméras, puis est allée lui ouvrir. Son salon étant en travaux, ils se sont installés dans la chambre, et la conversation s'est très naturellement lancée. Mike était charmant et intéressant. Au bout d'un moment, le sujet des armes à feu est venu sur le tapis, et Julia a décidé de lui montrer la sienne. La conversation a continué, et à un moment, Mike lui a demandé de l'eau. Julia l'a donc laissé seule dans la chambre pour aller lui en chercher. Quand elle est revenue, il lui a dit qu'il avait reçu un appel urgent et qu'il devait partir. Après son départ, Julia a cherché son pistolet sur la table de chevet où elle l'avait posé après lui avoir montré, mais il était introuvable. Elle l'a cherché partout, sans succès. Elle a fini par regarder l'enregistrement des caméras, et comme elle s'y attendait, on voyait clairement Mike le prendre et le cacher dans son sweat. Julia était terrifiée à ce stade. Il savait où elle habitait, il avait son pistolet, et il avait oublié son téléphone sur son lit. À l'instant, elle s'en est rendue compte. Le téléphone s'est mis à sonner. Elle n'a pas hésité à répondre. Il s'est avéré que Mike était marié. C'était sa femme au bout du fil, se demandant où il était. Julia lui a tout raconté, y compris le fait qu'il lui avait volé son arme à feu,
qu'elle en avait la preuve en vidéo et qu'elle allait prévenir la police. La seconde d'après, Mike frappa à sa porte, son pistolet à la main, exigeant qu'elle lui rende son téléphone. Julia n'a pas ouvert, mais lui a donné des instructions pour qu'il décharge l'arme, jette les munitions dans un buisson et la pose par terre. Mike a refusé, insistant qu'elle lui donne son téléphone, sinon... Mais Julia ne s'est pas laissée intimider. Elle lui a dit qu'elle était au téléphone avec sa femme et qu'elle avait la preuve en vidéo de son vol. Elle a mis l'appel en haut-parleur et la femme a explosé sur son mari. Mike est remonté dans sa voiture et s'est enfui, revenant quelques instants plus tard pour lui dire qu'il avait balancé son arme dans un fossé. Julia lui a fait vider toutes ses poches et ses vêtements pour s'assurer qu'il ne mentait pas. Puis elle est montée dans sa voiture et lui a ordonné de l'emmener là où il avait jeté son pistolet. Ce n'est que lorsqu'ils se sont mis en route qu'elle a pris conscience de sa situation. Une femme frêle seule, avec un homme bien bâti aux intentions probablement mauvaises. Elle a appelé le 911 et est restée en ligne avec eux tout le long pour couvrir ses arrières. Mike lui a rendu son pistolet puis l'a ramené chez elle, toujours en ligne avec la police. Elle est descendue de sa voiture, et au moment où elle allait en faire le tour pour leur donner sa plaque, il a fait marche arrière, la heurtant avec, puis il s'est enfui en trombe. Heureusement, il n'est pas allé bien loin. La police a pu l'arrêter le soir même. De ce qu'elle avait appris, il était en probation, et était retourné en prison à cause de tout ça. Elle en était soulagée. Cet incident est arrivé à Andrew il y a quelques années. Il venait de vivre une rupture difficile avec sa petite amie de 5 ans, et il était dans un état profondément dépressif. Parmi ses façons de lutter contre la mélancolie, il y avait l'alcool et les femmes. Il avait conscience que ce n'était pas sain, mais il ne voulait pas arrêter. À cette période, il vivait seul, et avait des horaires de travail qui lui permettaient d'avoir des week-ends de 3 jours. Il passait donc ses longs week-ends sur Tinder, à la recherche d'une partenaire qui lui permettrait d'oublier temporairement ses problèmes, et avec qui il pourrait boire. Andrew était devenu un habitué de l'application, et tous ses rendez-vous se passaient généralement bien. Jusqu'à un rendez-vous en particulier, qui est la raison d'être de cette histoire, et la raison pour laquelle il a complètement arrêté d'utiliser Tinder et toutes les applications similaires. C'était un week-end comme les autres, et Andrew était occupé à chercher sa partenaire du week-end. Après quelques minutes à swiper les profils, il a trouvé une fille du nom de Melanie, qui était exactement son type. Il a swipé à droite, et a immédiatement eu la notification que c'était un match. Ravi, il a ouvert le chat, et a envoyé un simple « Salut ». La réponse de la fille n'a pas tardé à arriver. « Tu veux venir passer un bon moment avec moi ?» Andrew était plutôt choqué par son ouverture. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi directe. La plupart des filles engageaient un minimum la conversation avant de proposer de se voir. Surpris, mais pas contre l'idée, il lui a rapidement répondu « Où et quand ?» Mélanie lui a alors donné rendez-vous dans l'université où elle étudiait, dans les coulisses de la salle de théâtre, plus précisément. Andrew a trouvé ça plutôt étrange, mais il a accepté. Le jour J, il s'est rendu au lieu de la rencontre, et a rapidement trouvé la salle en question. Il a continué à avancer jusqu'à arriver aux coulisses, qui étaient plongées dans le noir. La seule lumière provenait de la porte qu'il avait laissée ouverte derrière lui, et qui, 1 minute plus tard, s'est refermée sans un bruit. Commençant à se sentir inquiet, il a appelé le nom de Mélanie, espérant qu'elle se manifesterait enfin. Après un moment, il a entendu des coups provenant de l'un des placards. Son inquiétude remplacée par de l'impatience, il s'est dirigé vers le placard en question, l'a ouvert et s'est glissé à l'intérieur. Il faisait évidemment noir dedans, et Andrew ne pouvait pas voir quoi que ce soit. Il a tendu ses bras devant lui pour essayer de trouver Mélanie. Mais avant qu'il puisse la trouver, il a vécu ce qu'il décrit comme l'expérience la plus terrifiante de sa vie. Alors qu'il était toujours en train de tâtonner, il a senti 2 longs bras l'attraper et le tirer en arrière. Jugé par la façon dont il le touchait, leur forme et leur force, ce n'étaient certainement pas des bras de femme, mais bien ceux d'un homme. L'inconnu a attiré Andrew contre son torse, et ce contact a confirmé ce qu'il savait déjà. Le torse était plat et ferme, il n'y avait aucune poitrine. Il était complètement sous le choc et incapable de bouger. L'homme en a profité pour lui lécher le visage, et un frisson glacé de dégoût a parcouru le corps d'Andrew, toujours paralysé. Il entendait respirer fort, puis une voix profonde lui a murmuré à l'oreille « Tu as bon goût ». Cette phrase a enfin déclenché son adrénaline, et il a donné un gros coup de poing dans la direction où la tête de l'homme devait se trouver. Il n'y voyait toujours rien, mais il a senti son poing entrer en contact avec une mâchoire. Au moment de l'impact, il a senti l'emprise de l'homme se relâcher, et il est tombé au sol. Andrew n'a pas perdu une seule seconde, et s'est précipité hors du placard au moment où il s'est senti libre. Il s'est enfui en courant des coulisses, puis dans les couloirs jusqu'à sortir du campus, puis jusqu'à sa voiture, aussi rapidement que ses jambes le lui permettaient.
Il a démarré en trombe et est rentré directement chez lui, complètement secoué. Il n'avait pas la force de rester seul. Il a donc appelé un ami et lui a tout raconté, lui demandant de venir passer la nuit avec lui. Il a bien compris la stupidité de ses actions, et depuis ce jour-là, il a bien retenu sa leçon, et n'a plus jamais accepté de rendez-vous qui n'était pas dans un lieu public très fréquenté. Quand Josh avait 19 ans, il n'avait pas beaucoup de succès avec les femmes. Pour essayer de faire des rencontres, il s'est inscrit sur Tinder. Mais il a rapidement découvert que même avec l'aide de l'application, ça allait être compliqué parce qu'il n'avait quasiment aucun match. Au bout de 3 mois à l'utiliser, il a enfin eu une réponse d'une fille, que l'on appellera Claire. Elle était jolie, au point que Josh a pensé que c'était un bot et ne lui a même pas répondu. 3 jours plus tard, elle l'a relancé, ce qui était inhabituel pour un supposé bot. Il a finalement répondu, et ravi, il a découvert que c'était une vraie personne. Ils ont parlé pendant plusieurs semaines, et finalement, Claire lui a proposé de se voir. Josh était réticent, car elle habitait à 8 heures de chez lui en voiture, mais il devait bien admettre qu'il l'appréciait et avait envie de voir où ça pourrait mener. Elle était très insistante en plus, de quoi achever de le convaincre. Il a accepté d'aller la voir le week-end suivant. À ce moment-là, il n'avait aucune raison de douter de son identité. Ils avaient discuté plusieurs fois en FaceTime, et ils s'appelaient tous les jours. Il se disait que sa chance avait enfin tourné. Mais en chemin, les choses ont commencé à devenir un peu étranges. Claire n'arrêtait pas de lui écrire, lui demandant où il était et s'il venait toujours. Quand il mettait plus d'une demi-heure à répondre, il lui envoyait un tas de messages agacés. Josh a mis son attitude sur le compte de la nervosité. Il ne lui en voulait pas, lui aussi était nerveux. En arrivant, il a eu du mal à trouver sa maison. Les indications qu'elle lui avait données étaient confuses. Ça le faisait passer par des petits chemins de terre, à travers ce qui ressemblait à des bois. Après s'être presque perdu, il est enfin arrivé devant une maison qui avait l'air plutôt ancienne. Une fenêtre au premier étage était condamnée par des planches. Mais l'habitation n'avait pas l'air abandonnée, juste mal en point. La voiture rouge de Claire dont elle aimait tant parler était garée devant le garage. Josh l'a prévenu de son arrivée. En allant frapper à la porte, il a remarqué que quelqu'un l'observait depuis une fenêtre au premier. Ça l'a mis mal à l'aise. Il s'est dit que ça devait probablement être son père. Claire lui avait dit qu'il lui rendait souvent visite pour lui tenir compagnie. Il a ignoré le regard et a frappé à la porte. Claire lui a aussitôt ouvert, avec un beau sourire accueillant. Elle l'a même embrassé alors qu'il la suivait à l'intérieur. Ils se sont installés sur le canapé pour papoter. Josh s'est soudainement souvenu de l'homme à la fenêtre et lui a dit en souriant qu'elle ne l'avait pas prévenu que son père serait là. Claire l'a regardé avec incompréhension et lui a dit que son père n'était pas du tout là. Josh a haussé les sourcils et lui a parlé de l'homme qu'il avait regardé depuis la fenêtre. Claire a immédiatement pâli et s'est levée, lui disant qu'il fallait qu'il sorte de là tout de suite. Josh n'y comprenait rien. En courant vers leur voiture, il lui a demandé des explications et Claire lui a dit qu'elle était supposée être seule chez elle. Elle ne savait pas qui était l'homme. Josh n'a plus hésité à appeler la police. Alors qu'il était en ligne avec eux, Claire a soudainement crié et a pointé une fenêtre. L'homme qu'il avait vu était bien là, les observant. Il semblait âgé, frêle, comme s'il n'avait rien mangé depuis un bon moment. En voyant qu'il avait été repéré, il a disparu dans les ombres derrière lui. La police est arrivée au bout d'une demi-heure, pendant laquelle Claire n'a pas arrêté de pleurer. Les policiers leur ont posé des questions, puis sont allés fouiller la maison. Ils sont revenus bredouilles. Il n'y avait personne, mais la porte arrière était grande ouverte. L'intrus s'était enfui dans les bois, et les policiers ont assuré que la maison était bel et bien vide. Après leur départ, Claire a demandé à Josh de dormir avec elle, parce qu'elle avait bien trop peur pour rester seule. Naturellement, Josh a accepté. Ils ont dormi sur le canapé du salon pour éviter la chambre où était l'intrus. Claire était aussi allée chercher le fusil que son père lui avait laissé. Ça a mis Josh mal à l'aise parce qu'il ne pensait pas qu'ils en auraient besoin, mais elle a insisté pour le garder à portée de main. Et elle a eu bien raison. Au milieu de la nuit, alors que Claire dormait et que Josh regardait la télé, il a soudainement entendu une poignée de porte tourner depuis la cuisine. La colère a pris le pas sur la peur. Il a saisi le fusil et a allumé la lumière, pointant l'arme vers la porte arrière. L'intrus était bien là, le même homme que celui à la fenêtre. Il a eu l'air choqué de voir le fusil, et s'est aussitôt enfui dans les bois par où il était venu. Josh a réveillé Claire et lui a tout raconté. Ils ont de nouveau appelé la police, mais encore une fois, l'homme était introuvable. Ils leur ont conseillé d'aller dormir ailleurs pour la nuit. Finalement, Claire est partie chez des amis, et Josh a repris la route pour chez lui. Il était au téléphone avec son frère pour lui raconter son rendez-vous improbable, quand quelque chose a attiré son regard. C'était l'homme, debout devant la maison, le regardant.
Josh a décidé que ce n'était plus son problème et s'est éloigné en trombe. Il a perdu Claire de vue après tout ça. Aucun d'entre eux ne s'attendait à un tel scénario, et ça a tué leur histoire dans l'œuf. Josh espère tout de même que l'intrus avait fini par être arrêté. Voici qui conclut cette vidéo sur les rencontres qui tournent au cauchemar. Dites-moi en commentaire laquelle vous a le plus marqué. Vous l'avez sûrement constaté, mais beaucoup de ces histoires d'horreur découlent de mauvais choix ou de peur de froisser l'autre. Si vous êtes dans cette situation et que vous sentez que quelque chose ne va pas, écoutez votre instinct. Votre sécurité passe en premier. Ce n'est pas le moment de penser à la courtoisie. Et toujours privilégier les endroits publics fréquentés, jusqu'à bien connaître la personne en face. Ce sont des conseils basiques, mais toujours bons à rappeler. Prenez soin de vous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.